Alors, bienvenue pour cette nouvelle interview du Didi Marathon Prévention. Donc aujourd'hui, j'interviewe Charlotte Hoffman. Merci beaucoup d'avoir Merci. accepté de nous rejoindre. Et donc du coup, Charlotte, tu es organisatrice de stage et retraite initiatique. Je lis mes petites notes parce que voilà, pour pas me tromper. Tu travailles avec les outils que sont le yoga et le chamanisme. L'idée, c'est de remettre de la conscience. En gros, c'est ça. Voilà. Et du coup, moi, j'ai pensé à toi justement sur le sujet du sens des blessures de l'intime. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la pratique que j'ai depuis plusieurs années, en fait, ce qui revient souvent comme questionnement et que moi-même j'ai eu voilà, dans mon chemin thérapeutique, c'est mais pourquoi c'est à moi que c'est arrivé? Pourquoi c'est moi qui ai subi ces violences sexuelles? Pourquoi c'est tombé sur moi? En gros, c'est ça. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir ton point de vue, toi qui as l'habitude justement d'organiser des chemins initiatiques, voilà, de savoir comment aborder ce sujet-là. Voilà, pourquoi c'est à moi que c'est arrivé. Oui. Alors, c'est vraiment une question sur laquelle je vais avancer comme si j'avançais sur des œufs. Alors, je vais vraiment y aller tout doucement. Et tout ce que je vais dire, c'est vraiment, c'est important de le dire, c'est pas la vérité. Hein, c'est un prisme de vue, c'est un angle de vision. On regarde tous dans cette direction-là, mais on est tous comme sur une boule à facettes et on voit les choses tous différemment les uns des autres et les visions se complètent les unes avec les autres. Donc cette vision-là, c'est issu de l'expérience, d'une vision personnelle et c'est en aucun cas la vérité. Alors, ça ne m'étonne pas que tu sois tout le temps confronté à ce genre de questions dans ton métier. Pourquoi est-ce que finalement, quand on a vécu des violences, qu'elles soient sexuelles ou qu'elles soient aussi d'autres aspects de la violence, mais pourquoi est-ce que ça nous arrive pourquoi c'est moi et pourquoi c'est pas le voisin? Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais vous inviter vraiment à venir dézoomer. Hein, pour ceux qui m'écoutent, vraiment venir dézoomer. Donc, dans cette petite vie, dans cette expérience là, ici et maintenant, on est là dans un corps de chair et on est dans notre truc, dans cette matière. Et on a l'impression, quand on arrive sur Terre, que ça, c'est la vérité, c'est la réalité. Et il n'y a que ça qui existe. Et en fait, quand on arrive sur Terre, on se coupe de notre source, de notre conscience, de notre être véritable. Voilà. On se coupe littéralement de ça et on oublie d'où on vient. Véritablement, on oublie. Et c'est le but de l'incarnation sur Terre que d'oublier d'où on vient quand on arrive sur Terre, dans la matière et dans cette dualité, dans cette polarité, ombre, lumière, bien, mal, etc. Et en fait, on se coupe de ça et on se coupe du coup de tout le savoir universel, de tout ce qu'on a pu vivre dans cette vie qu'on est en train de vivre, mais aussi dans les autres vies. Parce que si on dézoome un petit peu et qu'on envisage les choses avec une plus grande perspective, en fait, on se rend compte que il n'y a pas qu'une seule incarnation. Nous, ce corps de chair, c'est un véhicule, mais ce qui habite ce corps de chair, c'est une conscience, c'est une âme, c'est quelque chose qui est relié à la source, à quelque chose qui est divin et qui nous dépasse. Et cette chose-là est intemporelle. Elle ne peut pas mourir, elle n'est pas séparée, elle est. Voilà. Et cette chose qui est va, comme ça, s'incarner dans plusieurs successions d'événements, d'expériences. On parle de différentes incarnations. Et à chaque incarnation, on va aller ramasser un ensemble d'expériences. Et certaines de ces expériences, on ne va pas les comprendre, on ne va pas les digérer et on va les mettre sous le tapis. Voilà. Et on a juste besoin de regarder cette vie-là pour voir comment certaines expériences qu'on peut vivre, comment on les met sous le tapis sans arrêt et qu'on ne veut pas les regarder en fait, parce qu'elles nous font souffrir, parce qu'elles sont trop profondes, trop difficiles pour nous. Et on n'a pas l'espace intérieur pour pouvoir regarder. Donc on met sous le tapis comme ça, et bien il faut imaginer qu'on met sous le tapis depuis très longtemps et que ça ne se limite pas juste à là. Et donc tout ce qui a été mis sous le tapis, on transporte ça comme dans un gros sac à dos qu'on va appeler le karma. Et ce karma qu'on transporte comme un gros sac à dos d'incarnation en incarnation, quand on voit un bébé naître sur Terre, on a l'impression qu'il est tout neuf, qu'il est tout propre, qu'il est tout... Voilà. Alors oui, d'un certain point de vue, il l'est, mais d'un autre, il arrive également avec son bagage. Il arrive avec tout ça sur Terre et il n'est pas vide en fait. Hein. Il a déjà de l'information et cette information, c'est ce qu'on va appeler le karma. Or, le karma, pour la plupart des gens, c'est très mal compris. On pense que le karma, c'est négatif. C'est toutes les blessures accumulées, tout ce souffre, tout ce truc qu'on a mis sous le tapis, donc toute cette ombre finalement à l'intérieur de nous. On a l'impression que le karma, c'est un bagage d'ombre. Or, c'est pas ça du tout le karma. Le karma, c'est vraiment et véritablement une loi d'amour. Parce que si on n'avait pas ce karma, réfléchissez, hein, on va essayer de réfléchir ensemble. Si on n'avait pas ce karma, si on n'avait pas ce sac à dos comme ça qu'on se transporte de vie en vie, est-ce que véritablement on évoluerait? Est-ce que véritablement il y a quelque chose qui nous pousserait à aller vers plus d'amour, plus de compassion, plus d'entraide?
Bah non, en fait, on resterait comme on est, tout simplement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce bagage accumulé, on le vit souvent comme une grande souffrance, alors qu'en fait, c'est une grande opportunité de changement. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce bagage? Eh ben, on a plein d'empreintes. Moi, j'aime bien dire que c'est comme des petites empreintes. Donc, toutes ces expériences qu'on a accumulées de vie en vie, ça laisse des empreintes. Chaque empreinte à l'intérieur de nous, eh bien, ça correspond à une vibration. Chaque chose est une vibration, que ce soit ses corps, que ce soit les plantes, que ce soit tout ce qu'il y a sur Terre. Avant la forme vient la vibration. Donc, si chaque empreinte que j'ai accumulée en moi correspond à une vibration, eh bien, cette vibration émane de moi. Or, sur Terre, on a la loi de l'attraction. Tout ce que l'on vibre, on le récolte. Donc, si dans cette accumulation d'expériences du passé, j'ai accumulé effectivement des blessures de ce type-là, en l'occurrence de la violence sexuelle, de l'inceste, des troubles quels qu'ils soient à ce niveau-là, et que je n'ai pas réussi à pardonner, à transcender, à accepter, à reconnaître que l'expérience était là pour m'enseigner quelque chose, à remettre de l'amour là-dessus. Si je n'ai pas réussi à faire ce processus-là, eh bien, je l'ai mis sous le tapis. Et comme je l'ai mis sous le tapis, ben, c'est encore présent à l'intérieur de moi, même si ce n'est pas de cette vie-là. Et donc, puisque tout ce que je vibre, je l'attire et je le magnétise à moi, eh bien, c'est hyper facile de comprendre que du coup, on arrive sur Terre et on ne sait pas pourquoi, on magnétise à nous ce genre d'expérience. Eh bien, voilà pourquoi. Ouais. Mais, merci, c'est hyper intéressant, je trouve, parce qu'en plus, on peut vraiment faire le parallèle avec l'aspect transgénérationnel. Hein, on sait que dans l'ADN, c'est prouvé en épigénétique. Hein, mon DU de psychotraumato, on avait un cours là-dessus, c'est clair. On porte les traumas en nous des générations au-dessus de nous, quoi. Hein. Voilà, c'est prouvé scientifiquement. Là, on est sur 3 générations et ça a été prouvé avec les descendants de la Shoah, justement, qui en fait développaient les petits-enfants en fait, d'une personne qui a vécu la Shoah, développaient un trouble de stress post-traumatique en lien avec le vécu de la grand-mère ou du grand-père. Voilà. Et en fait, alors, ce qui est intéressant aussi, autre façon d'en parler, quand j'étais écoutante à la permanence Viol Femmes Information, là, au 0800 05 95 95, on disait aux dames, ben, voyez, en fait, tous les bébés naissent avec des petites antennes sur la tête. Voilà. Mais s'il y a de la vulnérabilité dans votre parcours, parce que maman, elle a vécu elle-même aussi ça, que mamie aussi, que papy, etc., ben, vos petites antennes, en fait, elles sont toutes petites. Et en fait, ça a créé de la vulnérabilité. Et du coup, ça attire à vous. Voilà. Et parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile. On se dit, mais voilà, mais attends, mais moi, voilà, je me promenais simplement et je suis tombée là-dessus. Je n'ai pas demandé à naître dans cette famille-là et voilà le père que je me récolte. Enfin, c'est hyper violent. Hein. On a des situations, enfin, moi, je sais que même dans mon propre chemin thérapeutique, je me suis dit, mais punaise, mais pourquoi ça m'est tombé dessus, quoi. Oui. Voilà, à plusieurs reprises. Dans ce que tu dis, c'est très juste et ça me permet justement de préciser un peu la notion de karma parce qu'il y a à la fois le karma individuel, donc les expériences que nous avons vécues à l'échelle individuelle dans les autres vies et ce bagage purement individuel, il n'y a pas que ça. Il y a le karma généalogique, donc ce que tu dis avec les mémoires transgénéalogiques, et il y a le plus gros des karmas qui est le karma collectif. La mémoire de la Shoah, la mémoire de guerre, et c'est pour ça que, en fait, ce qu'il faut véritablement entendre, ce qui est difficile à entendre, hein, mais c'est qu'en fait, quand on s'incarne, eh bien, on choisit. C'est pas par hasard qu'on s'incarne dans tel ou tel pays. Regardez le karma collectif de votre pays. Regardez le karma collectif des femmes, si vous êtes incarné dans un corps de femme. N'oubliez pas qu'avant d'être incarné dans un corps de femme, vous êtes peut-être incarné dans un corps d'homme. Hein. C'est toujours intéressant, en fait, de prendre de la hauteur aussi par rapport à ça. Donc, il faut vraiment bien entendre que ce n'est pas par hasard si on s'est incarné dans cette typologie de famille. Donc, observez les typologies de famille, observez la typologie du pays, observez le karma collectif qu'il y a autour de cet environnement. Et en quoi ça, c'est censé me montrer quelque chose par rapport à moi. Parce que quand on arrive, avant de descendre, on a comme une liste, vous voyez. Donc, tu vois, on a cette liste. Je dis vous, parce que j'ai l'impression que je parle à tout le monde, mais en fait, c'est à toi que je parle, mais aussi à tout le monde en même temps. Je m'embrouille. Donc, on a cette petite liste où, voilà, tout notre karma, eh bien, il est noté. Voilà, donc, bah, tiens, cette personne-là, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Avec des instructeurs, on va faire cette liste, d'accord? Et en fonction de cette liste, eh bien, on va voir quelle est la typologie de famille, quelle est la typologie de pays, quelle est la typologie d'expérience qui sera le mieux, le plus juste pour nous, pour permettre à cette liste de s'amoindrir, de se nettoyer. Et c'est pour ça qu'on arrive et qu'il y a des gens, sans aucune raison apparente, ils vivent des trucs traumatisants. Et, voilà. Et donc, ça demande quand même vraiment de la hauteur. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, parce que j'entends, moi, déjà, les questions que certaines personnes peuvent avoir, c'est « Ah oui, c'est bien gentil, mais
Du coup, si je ne me souviens pas de mes vies antérieures, si je ne me souviens pas de tout ça, ou si je n'ai pas accès à la généalogie de mes parents, ou si je n'ai pas accès au karma collectif de mon pays pour X ou Y raison, comment je fais pour me libérer si je n'ai pas accès à l'information? Eh bien, la beauté, en fait, là-dedans, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir pour se libérer. Voilà. C'est ça la véritable beauté. Parce que, en fait, l'expérience nous montre ce que nous devons savoir, tout simplement. Il n'y a pas besoin de connaître la racine du problème pour pouvoir le transcender. Il n'y a pas besoin de remonter dans tout ça. Il n'y a pas besoin de retirer ce fil-là. Ce fil-là, il va se tirer tout seul dans le présent. Parce que la guérison, c'est dans le présent. Alors Voilà. c'est vrai que ça, justement, l'insistance sur le lien au présent, au lien ici et maintenant dans le corps, c'est vraiment une donnée fondamentale en fait, hein. Moi, je sais que le jour où ma thérapie elle a basculé, c'est quand j'ai vraiment commencé à travailler avec mon corps et que j'ai commencé à sentir que j'étais ici, présente, là, maintenant. Voilà. Et ça, c'est vraiment une donnée, je pense, fondamentale à transmettre, hein. Donc, merci de mettre le doigt là-dessus. Et du coup, je rebondis en fait à des situations en fait qu'on peut vivre de violences sexuelles dans lesquelles on sent qu'on a une petite voix intérieure qui nous dit non mais tu sais c'est pas le bon chemin, etc. Mais on n'arrive pas à l'écouter et on y va quand même. Je voudrais oser parler de ça parce que c'est sur ce sujet-là on n'en parle pas beaucoup. Et moi en fait dans l'un de mes scénarios traumatiques, c'est-à-dire une des situations de violence sexuelle que j'ai subies, en fait, à un moment donné, ils sont arrivés devant moi et ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire ça? J'étais une enfant, j'ai dit oui. D'accord? Voilà. Alors, évidemment, la première réaction, c'est de dire, mais attends, tu savais pas, tu étais petite, eux, ils étaient grands, etc. Tu savais pas ce que tu vivais, machin, etc. Je dis, oui, d'accord, ok. Je dis, mais est-ce qu'on peut pas le regarder autrement que simplement, voilà, une interaction comme ça entre deux personnes pour justement prendre un peu de la hauteur? Parce qu'en fait, nos mots, quand on vit ces choses-là, nos mots, en fait, ils peuvent rester longtemps dans notre esprit et on est parfois emprisonné là-dedans. On a peut-être un thérapeute qui va jamais poser la question de savoir mais qu'est-ce que vous lui avez dit à l'auteur? Vous lui avez dit quelque chose? Vous lui avez dit oui, que c'était non, etc. Voilà, ça pose des questions comme ça et donc on reste souvent emprisonné tout seul. Et donc moi, à un moment donné, j'ai dit oui donc à un acte de violence sexuelle qu'on allait après faire sur mon corps. Évidemment, je ne savais pas ce qu'il allait m'arriver, mais j'ai quand même dit ce mot. Voilà. Et moi, je me suis dit, dans mon propre chemin, à un moment donné, je me suis dit, alors voilà, mais si j'ai su dire oui à un moment donné à ça, sans savoir ce que c'était, aujourd'hui, avec toute la conscience et le chemin thérapeutique que j'ai fait, ça veut dire que je peux dire oui à quoi? Ça veut dire que je peux reprendre le pouvoir et je peux dire oui en fait à ce qui est bon pour moi, à ce que je ressens qui va me faire du bien, qui va me mettre dans ma puissance d'être et qui va me permettre d'aller peut-être déplacer des montagnes, peut-être simplement sentir que je suis en vie. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je voulais te le partager parce que je me dis que ça vient certainement nourrir peut-être ce que tu vas nous dire après. Ben oui, en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que effectivement, ce qui peut être très troublant dans cette typologie d'expérience, c'est qu'en fait, la plupart du temps, c'est tellement traumatisant, ça fait tellement peur, c'est tellement bizarre que soit on dit oui, on le verbalise, soit on dit oui parce qu'en fait, on ne bouge pas. Et l'état de sidération, hein. Et dans voilà, l'état de sidération. Et dans l'esprit humain, bah, vu que tu n'as pas bougé, bah, tu t'es pas défendu, donc quelque part, tu as dit oui. Hein. Tu vois. Voilà, si tu fais un raccourci sacro-terrien, très pute, bah, c'est que tu as dit oui. Et donc, intérieurement, après, tu commences à croire et à devenir un peu gogol de te dire ah ouais, mais attends, j'ai quand même dit oui à ça, mais ça veut dire que du coup, nan, 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 nan. Et comme tu dis, si tu renverses cette vision et que du coup, tu reprends ton pouvoir par rapport à ça, tu te rends compte qu'en fait, tu as le choix. Et tu as le choix de guérir, en fait, aussi. C'est ça, et moi c'est surtout sur cet axe-là en fait, parce que moi c'est vrai que on les connaît bien aujourd'hui, tous les mécanismes en fait d'état de survie au moment où on vit un événement traumatique, hein, on se dissocie, on a l'état de sidération, on n'est plus tout à fait là, voilà, on a même des hormones qui viennent dans notre corps pour nous anesthésier pour pas qu'on ait trop mal. Enfin, voilà, on a vraiment un ensemble de réactions physiques, physiologiques qui se mettent en œuvre, hein. Donc du coup ça c'est important de le savoir, mais il y a aussi se dire, mais alors voilà. À un instant T, j'ai vécu quelque chose ou peut-être j'ai un petit peu participé parce que oui, on m'y a forcé, etc. Et voilà. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que je peux décider de mobiliser mon corps pour faire tout à fait autre chose. Oui, complètement. Oui, complètement. Et du coup, non mais là, du coup, c'est extrêmement puissant, quoi. Parce que du coup, dans la quête de sens, justement, de ce qu'on a pu traverser, bah là, on peut peut-être trouver une réponse. En fait, je dis souvent, mais c'est pas évident à entendre, hein. Je dis souvent que sur Terre, si
on n'avait pas d'expérience traumatisante, si on n'avait pas de challenge ou d'épreuve. Et d'ailleurs, si on prend le mot épreuve, on comprend ce que ça veut dire. Les épreuves, les preuves. Donc, si on n'avait pas d'épreuves, si on n'avait pas d'expérience de ce type-là, de traumatisme, etc., eh bien, en fait, on n'avancerait pas intérieurement. Toutes ces expériences, aussi traumatisantes soient-elles, en fait, nous invitent, parce qu'elles nous font bouger, comme tu dis si bien, on bouge tellement fort qu'on se dissocie, c'est-à-dire que l'âme sort du corps, parce qu'en fait, c'est tellement violent qu'il y a une dissociation. Et ces espaces-là où on commence à bouger comme ça, eh bien, tant mieux, d'un certain point de vue. Je ne suis pas en train de dire que c'est chouette d'avoir vécu ça. Hein. Je suis en train de dire que d'un certain point de vue, tant mieux, parce que ça veut dire que la personne bouge. Et si elle bouge, ça veut dire que potentiellement, elle va aller ouvrir des nouvelles portes à l'intérieur d'elle, elle va aller se poser des questions, elle va commencer à ouvrir tout un espace à l'intérieur d'elle qu'elle n'aurait jamais ouvert si elle n'avait pas vécu ça. Mais franchement, il faut être honnête avec soi-même. Hein. Moi, si je n'avais pas vécu les traumatismes que j'ai vécus, vous pensez vraiment que je me serais fait chier à aller chercher le caca à l'intérieur de moi et pourquoi je ne suis pas bien? Non, mais soyons vraiment honnêtes et un peu humbles aussi par rapport à nous-mêmes. Hein. Regardons-nous un petit peu dans le miroir. Et honnêtement, si on se regarde vraiment dans le blanc de l'œil, on sait très bien que si on n'avait pas connu un peu comme ça, là, le mur sur lequel on se bute, ben on n'aurait jamais changé en fait. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous ces traumas aussi violents, aussi voilà, perturbants soient-ils, eh ben, en fait, c'est d'un certain point de vue une opportunité pour évoluer. Et c'est pas pour rien que la vie nous montre ça. C'est parce que soit on n'est pas dans la bonne direction, soit parce qu'on a à l'intérieur de soi des mémoires, des choses qui font qu'en fait, c'est souvent le truc, on a l'impression que tout va bien, hein. C'est un peu, vous voyez, tout va bien Madame la Marquise. Donc en apparence, tout va bien. Ah bah moi je vais bien. Hein. D'ailleurs, quand on demande aux gens comment ça va, tout le monde te répond ça va. Donc en apparence, tout va bien. Mais en profondeur, si on regarde vraiment, si on ferme les yeux et qu'on regarde en soi et qu'on regarde vraiment avec beaucoup d'humilité et d'honnêteté, est-ce que véritablement tout va bien? Non, je pense pas. Hein, je pense que tout le monde se reconnaîtra quand je dirais qu'il y en a forcément un à l'intérieur de nous qui est toujours en train de juger, qui est toujours en train de nous persécuter. On a une espèce de petit bourreau à l'intérieur de nous. Un schizo aussi, hein, qui est toujours en train de nous dire mais t'es complètement folle, mais ceci, mais cela. Donc c'est complètement faux de dire qu'on va bien. Ça serait si l'humanité allait bien. On n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire par là, pour pas non plus trop me perdre dans les méandres de l'humanité, ce que je veux dire par là, c'est que ces événements, eh bien, ça nous invite à regarder à l'intérieur. Parce que sinon, on passerait notre vie à regarder à l'extérieur. Mais la clé, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Hein. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher 1 milliard de thérapies, 1 milliard d'outils. Je dis souvent, la boîte à outils, une fois qu'elle est trop lourde, bah, ça nous alourdit encore. Hein. Donc, l'idée, c'est de s'alléger. C'est pouvoir s'alléger, transcender, guérir de tout cela. Et en fait, l'humain pense que la guérison viendra de l'extérieur. Mais la guérison, elle n'est jamais depuis l'espace extérieur. Elle est toujours depuis l'espace intérieur. C'est le cœur qui transmute et qui guérit. Or, si je n'accepte pas, si je n'arrive pas à mettre un regard de conscience sur ce que j'ai pu vivre parce que je manque de conscience, eh bien, j'ai du mal du coup à transcender cette blessure. Elle est toujours là à l'intérieur de moi et je la porte parce que je n'ai pas envie de la regarder en fait. Et puisque je ne veux pas la regarder, et si ça fait, je ne sais pas moi, 50 incarnations que je ne veux pas la regarder, bah dans cette vie-là, tu vas en chier. Désolée de le dire. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on évolue, parce qu'à terme, sur Terre, on est censé évoluer, en fait. Et aujourd'hui, la Terre évolue, et les gens qui sont sur Terre sont poussés à évoluer. Donc, je veux dire, tout le monde va passer par là aujourd'hui. C'est même plus, il y a des gens, ça s'exprime par ça, et d'autres, ça s'exprime autrement. Mais le chemin reste le même. C'est toujours, regarder comme les expériences nous invitent à regarder en nous, en fait. Parce que c'est nous le problème là-dedans. C'est nous qui souffrons, c'est nous qui ressentons quelque chose qui n'est pas en accord avec l'intelligence universelle qu'est l'amour. Donc, qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, n'est pas de l'amour? Eh bien, je vais regarder et je vais mettre en lumière ce qui manque d'amour. C'est ça, tout simplement. Donc, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de milliards de thérapies. Comme je dis souvent, c'est pas le thérapeute qui guérit, c'est soi, c'est tout simplement soi. Le thérapeute, il va prendre une lampe torche, il va aller mettre en lumière l'espace que la personne doit regarder pour l'aider. Mais si la personne, elle ne veut pas regarder parce que, elle a peur, parce qu'elle ne veut pas, parce que en fait, c'est trop difficile ou j'en sais trop rien, peu importe les raisons, eh bien, le thérapeute, il pourra être là à tenir la lumière. Si la personne, elle ne tourne pas son regard à l'intérieur, bah, il pourra rester comme ça pendant des années. Hein. La thérapie, elle ne servira à rien. Donc, ce que je suis en train de dire par là, c'est que nous sommes
nos propres guérisseurs, en fait. Et si on prend toutes les traditions, de guérison du monde entier, c'est toujours la même chose. Bon, à part la tradition allopathique, bien évidemment, mais si on prend toutes les traditions de guérison du monde entier, c'est toujours le même message, c'est tu es ton propre guérisseur, en fait. Je peux t'aider à travers les plantes, je peux t'aider à travers plein de choses, je peux activer certains espaces de ton corps pour venir t'aider à venir ouvrir un espace. Mais in fine, si tu ne le regardes pas, tu ne pourras jamais le transcender. Donc, jusqu'où on va devoir aller pour enfin regarder? C'est ça le message. Jusqu'où on va devoir aller dans la souffrance pour enfin oser regarder à l'intérieur de nous. Et ça, tu vois, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que sur le sujet en particulier des violences sexuelles, si juste j'utilise maintenant un langage vraiment purement du psychotrauma, c'est qu'aujourd'hui, on ne mesure toujours pas les conséquences psychotraumatiques des violences subies étant enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, ça fait des années, dans les années 70, au niveau juridique en France, d'accord, ils ont voté une loi pour inscrire dans le code pénal la définition du viol. D'accord. En parallèle de cette loi, le projet de loi, il demandait énormément de choses. Il demandait des structures adaptées pour écouter les victimes, etc. Il demandait plein de choses. On est 50 ans plus tard et en fait, on demande exactement la même chose. Et on ne veut toujours pas voir en fait tout ce qui est généré par cet événement-là qu'on a pu subir à un instant T dans la vie. Et c'est fou, hein. Alors qu'aujourd'hui, il y a même des études scientifiques qui montrent qu'à l'âge adulte, on développe des maladies en lien avec les violences sexuelles qu'on a subies étant enfant. Oui, et ça rejoint exactement ce que je dis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait quelque chose de l'extérieur qui soit là pour nous aider. Voilà, nous sommes nos propres guérisseurs, nous sommes le maître à bord. Et en fait, si on attend la reconnaissance, si on attend la validation, si on attend que les choses changent à l'extérieur, on peut attendre longtemps. La seule chose qui est en notre pouvoir aujourd'hui en tant qu'être, c'est de descendre à l'intérieur de nous, de faire cette traversée de la tempête, c'est littéralement ça, hein, c'est une grosse tempête, on la traverse et quand on arrive au bout de la tempête et qu'on ressort la tête de l'eau, eh bien on vibre ça et on inspire autour de soi ça. Et on aide des gens parce qu'on a vécu, on a réussi à traverser ça. Et ça se ressent, ça se vibre. C'est au-delà des mots, c'est vibratoire. Une personne qui a réussi à mettre en lumière, à transcender cette expérience et à en faire un cadeau, alors qu'en apparence c'est un fardeau, et c'est horrible. Si une personne a réussi à faire ce travail-là intérieurement, eh bien, elle va pouvoir inspirer des milliers de personnes autour d'elle. Et c'est comme ça qu'on guérit aujourd'hui. Et si on attend, si l'esprit humain, l'ego humain, hein, c'est pas l'esprit, une partie de nous, à l'intérieur de nous, aimerait bien qu'on soit aidé. Mais non, en fait. Non. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, et ce qui est très clair, c'est tu vas t'aider toi-même. Et tout est fait exprès. Et je pense que dans le contexte actuel, c'est encore plus visible qu'avant. Rien qui est fait pour nous aider en ce moment. Si, d'un certain point de vue, c'est fait pour nous aider tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'en étant confiné, en étant face à soi, eh ben, on n'a pas d'autre choix que de regarder en soi. Ouais. Alors justement, ça me fait écho à une petite phrase qu'on dit souvent, c'est on va prendre la responsabilité de nos blessures. C'est-à-dire qu'il y a les actes que l'auteur il a fait sur notre corps, qui sont sa responsabilité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le processus judiciaire aussi qui existe pour qu'il soit bien face à sa responsabilité, parce qu'il y a, voilà. Mais il y a du coup comment moi je soigne ma blessure. Voilà. Est-ce que je mets du cicatrisant comme quand je suis tombée et que je me suis blessée, je me suis ouvert? Est-ce que je me mets après de la crème cicatrisante pour que la cicatrice, voilà, les petits pores se resserrent, etc. Est-ce que je m'envoie de l'amour aussi dans ce moment-là? Ou est-ce que je laisse la cicatrice prendre voilà, de la blessure, s'infecter, etc. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment cette image-là. Les gens à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont meurtris et du coup, ils arrivent plus du tout à sentir qu'ils arrivent à s'aimer, mais ne serait-ce qu'une toute petite parcelle de leur corps, parce que la blessure, elle a pris toute la place. Voilà. Et que en fait, ce petit soin qu'on peut amener, ils n'ont pas pu le faire encore jusqu'à maintenant. Mais de toute façon, c'est quand on a le corps comme ça qui est... Parce que le problème avec toutes ces violences-là, il y a des traumatismes qui n'affectent pas l'espace intérieur et l'espace sacré. Hein, par exemple, j'ai une blessure du rejet, j'ai une blessure de l'humiliation. Bon, il n'y a personne qui est venu à l'intérieur de moi, en fait. C'est ça. Hein, la différence avec ces blessures-là, c'est qu'on viole l'espace sacré, littéralement. Donc, on viole l'espace
le plus pur qui est à l'intérieur de nous. Et donc derrière, ça passe par le corps, mais c'est pas qu'au niveau corporel. Il y a le corps effectivement qui est un peu souillé, mais il n'y a pas que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va sur les corps divins, ça va sur plein d'autres espaces. Et en fait, il y a tout un processus aussi, une fois qu'on a cette empreinte dans le corps, qui va nous aider et qui va nous inviter à aller nous aimer davantage. Parce qu'en fait, pour pouvoir transcender ça, pour pouvoir guérir, comme tu dis, mettre un petit pansement et progressivement commencer à colmater, eh bien, en fait, si on se déteste, on ne pourra jamais colmater quoi que ce soit. Donc, si on renverse encore la vision, qu'est-ce que ça me permet, cette expérience? Ça me permet d'ouvrir une brèche à l'intérieur de moi. Peut-être qu'en fait, avant ça, je ne m'étais jamais posé la question de est-ce que je m'aime ou pas. En fait, je passais mon temps à me critiquer, à me juger, à pas avoir confiance en moi, à pas être fière de moi, à me considérer tout le temps comme une grosse merde ou des choses comme ça, hein, parce que c'est assez courant quand même. Et bien finalement, en vivant ça, la première chose que je vais ressentir, c'est du dégoût. Je vais me sentir encore plus honteuse, plus dégoûtante, plus. Et comment je vais réussir à transcender ça? Eh bien, c'est en apprenant à m'aimer, en fait. Et justement, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à des patientes. J'en ai une il n'y a pas très longtemps. Elle m'a dit, voilà, je suis morte à l'intérieur. Oui. Ouais. Et en même temps, sur un petit exercice psychocorporel, à un moment donné, l'espace de quelques secondes que je lui ai fait faire, elle a senti un souffle. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, corporellement, elle avait une réaction, voilà, physiologique de soulagement qui est apparue. Et là, c'est comme si d'un coup, elle touchait en fait une possibilité que justement, bah, ça se répare. Et voilà. Et du coup, ça doit. Moi, ce que j'essaye aussi de transmettre, c'est que ça doit passer du coup par le corps. Pourquoi? Parce que on l'a vécu au travers du corps. Donc, c'est en se reconnectant à son corps qu'on va pouvoir avoir cette petite porte qui s'ouvre justement. Il y a beaucoup de gens qui sont démunis. Moi, j'ai tourné en rond pendant très longtemps dans ma thérapie parce que c'était que de la thérapie verbale. Alors, j'étais là avec mon cerveau, je réfléchissais, puis alors je réfléchissais dans tous les sens, dans tous les langages possibles. Je suis allée chercher dans tout ce que je pouvais, hein, la philosophie, etc. Machin. J'avais pas de réponse. Et le jour où j'ai ouvert cette porte de la sensation, en fait, d'aller le ressentir corporellement, c'est là que ça a changé les choses. Oui. Et oui, comment s'exprime l'âme à travers nous? Vous imaginez, t'imagines une âme, un principe divin qui est à l'intérieur de nous. Il est dans un corps de chair. Ben, comment il nous fait passer un message? Ben, il nous le fait passer à travers le corps. Donc en fait, souvent, sur le chemin intérieur, on déleste le corps. Hein, on pense que le corps, oui, bon, le corps physique, après tout, c'est pas le plus important. Hein. Le plus important, c'est l'énergie, c'est je sais pas quoi, c'est tout comprendre, c'est aller voir mes vies antérieures, c'est aller faire du chamanisme ou c'est je ne sais trop quoi. Et en fait, on oublie que le corps, c'est notre girouette. Hein. C'est exactement, c'est l'expression de notre âme à l'instant T. Voilà. Donc, par le corps, c'est la porte d'entrée en soi. C'est ça. Donc, tant qu'on ne tourne pas son regard vers son corps, et donc c'est pour ça aussi que dans le viol, il y a une atteinte au corps, parce que c'est une porte d'entrée pour aller à l'intérieur de soi. Parce que tant qu'on regarde à l'extérieur, qu'on ne se regarde pas, qu'on ne se respecte pas, qu'on n'est pas dans une hygiène de vie correcte, ou etc., tout est fait. Hein, je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit. Hein. Tout est fait sur Terre pour qu'on ait ces rythmes de vie-là où on tourne le regard qu'à l'extérieur, évidemment. Hein, tout est fait. Hein. Ben, tant qu'on court comme ça à l'extérieur, eh ben, on ne regarde pas à l'intérieur. Donc, quand on vit ce genre de trauma, mais en fait, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible, c'est exactement ça. De toute façon, c'est un arrêt sur image. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que justement, quand on ouvre cette porte en soi, alors que ce soit avec un thérapeute ou au travers de plein de techniques, parce qu'en fait, c'est ça aussi, hein, c'est qu'à un moment donné, il disait bien, hein, Toby Nathan, en ethnopsychiatrie, toutes les thérapies se valent. D'accord? Voilà, donc il faut juste trouver peut-être la personne qui va, comme tu disais, mettre la lumière, voilà, et nous permettre de voir à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où ça va s'ouvrir, justement, bah là, ça crée un avant-après positif et tellement positif que ça crée en fait un nouveau mouvement de vie. Voilà. Et moi, j'aime bien dire, bah voilà, au début, bah, on est un peu rouillé. Hein. C'est comme une locomotive. Au début, hein, voilà, elle se met en route, mais elle a un peu du mal. Hein. Le chouchou, il est pas fort. Voilà. Et quand après, ça se met en route et que du coup, on décide de ne pas se lâcher et qu'on s'engage un peu envers soi-même en se disant, attends, j'ai trouvé la porte d'entrée maintenant. Voilà, j'ai trouvé la façon de faire. Hein, je ne vais plus me lâcher. Voilà, ça y est, après la locomotive, elle est repartie, quoi. Et du coup, là, les petits wagonnets derrière qui se mettent en route, hein, les petits enfants qui arrivent, etc. Enfin, la vie, quoi. Et des événements de vie avec énormément d'amour qui viennent s'ajouter, quoi. C'est clair. Et oui, c'est ça.
Et oui, j'ai rien d'autre à dire en fait. C'est toute une approche. Il y a vraiment quelque chose en soi. Il faut vraiment changer de regard en fait sur ce qui nous arrive. Et peut-être que comprendre un peu mieux notre être, ce que nous sommes véritablement, bah, ça nous permet de mieux comprendre ce qui nous arrive en fait. Donc la véritable question qui est sous-jacente quand même, c'est qui nous sommes en fait. Et cette question-là, on ne se la pose jamais. Et on se pose plein de questions sur qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que le Covid, qu'est-ce que je sais pas quoi. Bon, bref, plein de questions autres, mais on se prend jamais le temps de se demander qui nous sommes en fait. Et une fois qu'on sait qui on est, bah, en fait, ces expériences traumatiques, toutes ces expériences que la vie nous amène, ça continue, hein. Ça c'est sûr et certain. C'est pas parce qu'on sait qui on est que ça ne continue plus, mais la manière avec laquelle on les perçoit a changé. Voilà. Et c'est ça la véritable clé, parce qu'il y a vraiment une différence entre la douleur et la souffrance. Un événement peut être douloureux, ça oui, c'est douloureux. Mais qu'est-ce qui fait que c'est une souffrance ? Qu'est-ce qui fait que c'est une souffrance ? Bah, c'est parce qu'il y a une part de moi qui s'identifie à ça et qui se crée aussi, qui rajoute une couche sur un drame et qui en fait un mélodrame. Et ça, c'est de la souffrance. Alors qu'à la base, c'est une douleur. Et il y a vraiment quelque chose à dissocier là-dedans. C'est qui, à l'intérieur de moi, met dessous dans la musique, sur un événement qui est déjà pas simple à gérer, qui est-ce qui en rajoute et qui m'enferme là-dedans ? Et qui fait que toute ma vie, après, vu que je suis enfermée là-dedans, et vu que j'arrive pas à en sortir, eh ben, je vais continuer à magnétiser à moi tout le temps les mêmes expériences. Ça et aussi, que je vais rentrer dans une boucle d'enfermement. C'est ça l'enfermement. Et l'enfermement, si on décompose, c'est l'enfer qui me ment. Et ouais. Donc, c'est vraiment l'enfer qui me ment, bah, c'est purement une illusion. Et c'est quoi l'enfer ? Bah, c'est moi, en fait. Et oui, c'est moi qui me ment à moi-même, tout simplement. Donc, je suis en train de dire par là que la vie magnétise à moi des choses et que puisque je n'ai pas la sagesse, puisque je n'ai pas été assez en profondeur à l'intérieur de moi, en amont, puisque je ne sais pas qui je suis, eh bien, je ne comprends pas pourquoi la vie me montre ça. Et donc, je vis ça comme une victime, comme un drame. Et j'en rajoute. Parce que quelque part, c'est la seule corde que j'ai dans mon arc, vu que je ne sais pas qui je suis. Donc, si on renverse cette vision, eh bien, si aujourd'hui, les personnes qui sont touchées, qui sont affectées par cette typologie d'événements, si aujourd'hui, elles arrivent à se dire, et si c'était un déclic pour me permettre d'aller cheminer vers qui je suis, en fait, enfin me poser cette véritable question, pour pouvoir justement sortir la tête de l'eau, et que ma vie, c'est pas ça, en fait. Je ne vais pas être condamnée à vivre ça en boucle comme un mauvais film qu'on ne sait pas arrêter. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est autre chose. Mais puisque je suis bloquée là-dedans et que je m'enferme là-dedans, eh bien, ça reste et je continue à magnétiser à moi sans cesse. Donc, si on observe dans sa vie des choses qui nous reviennent comme ça de manière cyclique, et c'est très courant chez les viols, c'est pour ça que j'en parle beaucoup sur cette thématique-là. Oui, tout à fait. On n'est jamais victime qu'une fois, hein. On est des multivictimes et ça aussi, on en parle très peu en fait, hein. Parce que, après, on peut l'expliquer aussi pareil avec le langage psychotraumatique, hein. Voilà, la dissociation, on est décalé de son corps, donc forcément, bah, pour pouvoir sentir la peur, sentir qu'on n'est pas à sa place, on n'y arrive pas en fait, et on se dit, bah si, ça a l'air sympa, etc. Et on est de nouveau victime, hein. On porte des vulnérabilités très fortes en fait. En fait, comment la vie nous guide, hein, la vie nous guide à chaque instant. Elle nous guide à travers l'intuition, à travers des synchronicités, à travers plein de choses. Sauf que si je ne suis pas dans mon corps, comment je peux saisir mes intuitions ? Je ne peux pas. Parce qu'elles passent par le canal mental, hein, comme tout le reste. Hein. On n'a qu'un seul canal pour faire advenir quelque chose dans notre tête, ça s'appelle le mental. Donc, si je ne suis pas dans mon corps, comment est-ce que je peux saisir les intuitions ? Bah, je ne peux pas. Comment est-ce que je peux observer les synchronicités ? Bah, je ne peux pas, je ne suis pas dans le présent, je ne suis pas dans mon corps. Donc, en fait, je suis à côté de ma vie. Et tant que je fais pas l'effort de revenir dans mon corps, eh ben, je peux pas en fait sortir de cette boucle-là. Et pourquoi je reviens pas dans mon corps ? Pas parce que ce corps, il m'inspire de la souffrance, de la lourdeur, c'est un corps qui a souffert, qui est meurtri, et je veux plus ça, je veux pas le voir, je veux plus. Ben, on veut pas le sentir. Ouais. Je rejette. Bien sûr. Ouais. Tout ce qu'on rejette revient à nous plus fort. Et c'est comme ça. Après, ça revient, et ça revient, et ça revient. Mais ça, c'est extrêmement violent à vivre, et c'est extrêmement difficile à expliquer. Parce qu'il y a tellement d'empreintes émotionnelles derrière tout ça, que quand on parle de ça, bah, souvent, il y a beaucoup de réactions, et il y a beaucoup d'incompréhension dans ce genre de discours. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est que vraiment, c'est normal de se dissocier quand on vit un événement comme celui-là, parce qu'il est trop traumatisant, il est trop violent. Mais l'erreur, c'est de rester dans cet espace-là. Et pourquoi on y reste ? Parce qu'en fait,
il y a quelque chose qui est trop violent et on n'arrive pas à y faire face. On n'a pas le courage ou on n'est pas assez entouré. Il y a plein de raisons qui font que. Mais du coup, on n'arrive pas à revenir dans cet espace. Et c'est là qu'il faut s'autoriser aussi à être aidé du coup. Oui. Enfin vraiment, moi je sais que ce chemin-là, thérapeutique, je vous dis, j'en ai écumé un paquet des thérapeutes. Il y en a même un, une fois, je suis arrivée, je lui ai dit, bon, alors écoutez bien, hein. Vous avez été formé sur le sujet des violences sexuelles parce que si vous y connaissez rien en inceste, moi, c'est même pas la peine, je m'en vais tout de suite. Alors, je veux votre CV. Et du coup, il a dû me faire tout un speech pour me démontrer par A plus B qu'il s'y connaissait. Parce que j'avais l'impression que sinon, il n'allait rien m'apporter. On a le droit aussi de faire ça et on a le droit aussi d'aller du coup toquer à différentes portes et puis dire, bah voilà, j'ai vraiment besoin d'un bon projecteur de lumière là pour m'aider, pour que justement je revienne à moi et puis que j'arrive enfin à m'écouter, quoi. Et du coup, ça me fait rebondir aussi sur la petite voix du cœur. Moi, j'aime bien expliquer aux patients qu'à l'intérieur, il y a une petite voix du cœur. Elle chuchote. Et c'est pour ça qu'on a du mal à l'entendre, parce qu'elle ne veut pas nous faire de mal. Alors, elle chuchote tout bas. Elle ne veut pas nous agresser. Mais le problème, c'est que comme elle chuchote, on ne l'entend pas, en fait. Donc, oui, il va falloir écouter un peu plus. Voilà. Et c'est intéressant, parce que c'est exactement ça. Si on est décalé de son corps, mais on ne peut pas l'entendre. En plus, elle chuchote, parce qu'elle ne veut pas nous faire du mal. C'est hyper difficile. Et oui. Et Eh bien, écoute, Charlotte, je te remercie vraiment beaucoup pour cette interview, pour tous ces mots que tu as osé poser sur ce sujet très délicat et d'oser le regarder avec aussi ce regard-là. Je pense que ça va vraiment nourrir les cœurs parce que voilà, c'est un chemin de compassion vers soi, en fait, hein, ce chemin-là. complètement. Mm. Complètement. C'est vraiment ça. Mm. Un chemin d'ouverture du cœur, en fait. Et autre chose pour clôturer, quand même, le plus important, mais le plus difficile à entendre, le plus délicat à toucher, c'est qu'en fait, in fine, si on chemine vers ce que nous sommes véritablement, donc vers cette conscience, cette âme qui est incarnée dans un corps de chair, eh bien, toutes les âmes, toutes ces consciences sont issues de la même source. Oui. Si on est issus tous de la même source, en apparence, nous, on arrive sur cette terre et on se sent séparés des autres. Lui, il n'est pas comme moi, lui, il est différent, etc., etc. Mais ça, c'est en apparence. En réalité, il n'y a pas de séparation. L'autre, c'est moi et moi, c'est l'autre. Alors, j'invite juste à réfléchir par rapport à ça. Juste poser ça comme ça. Et là, c'est difficile parce que là, souvent, l'ego arrive très en colère et me dit non, moi, je ne suis pas ça. Mais juste poser ça à l'intérieur de soi, le laisser descendre à l'intérieur de soi. Si on est tous issus de la même chose, est-ce qu'il y a véritablement foncièrement une différence entre lui et moi? Est-ce que lui, ce n'est pas une version de moi qui cherche à m'enseigner quelque chose? À méditer, vraiment. Ça, c'est encore au-delà. Laisser descendre ça à l'intérieur de soi, parce que je pense que vraiment, faire descendre ça en soi, ça permet de trouver un espace de réconfort, en fait. Et ça permet de prendre de la hauteur et de se rendre compte que tout ça, c'est qu'un grand jeu et qu'on joue tous les uns contre les autres, alors qu'en fait, on est tous la même chose. Et qu'on est tous là pour s'aider les uns et les autres. Et que l'autre, qui en apparence est notre bourreau, qui a dit que c'était un bourreau? Est-ce que c'est pas le divin qui agit à travers lui pour nous montrer quelque chose à l'intérieur de nous, même si il agit d'une manière qui, en apparence, est désastreuse? C'est un légère chose à laisser descendre en soi, peut-être pour laisser infuser et voir comment ça peut amener à certaines prises de conscience. Voilà. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a énormément aidé de poser ça à l'intérieur de moi, même si au début, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à entendre cette vision-là. Le jour où j'ai réussi à la faire descendre en moi, à l'instant suivant, c'était fini. Il n'y avait plus de drame, j'étais plus en colère, et le plus dur, c'est que j'avais pardonné. Voilà. Pour moi, le pardon, on dit souvent, oui, il faut pardonner pour avancer, pour pouvoir se libérer. Il faut pardonner. Tant qu'on ne pardonne pas, on ne reprend pas sa part. Pardonner. On a donné une part de nous-mêmes. Et tant qu'on ne pardonne pas, on ne peut pas la reprendre. Donc, on dit souvent, oui, ben, il faut pardonner. Mais en fait, il n'y a pas il faut pardonner. C'est le pardon, il jaillit tout seul de lui-même quand la personne est prête. Ça jaillit du cœur, le pardon. Donc, on ne peut pas dire à une personne, bah oui, mais il faut que tu lui pardonnes, parce que la personne, si elle n'est pas prête, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah bah non, mais attends, mais moi, je ne lui pardonne pas, c'est pas possible, tu vois pas ce qu'il m'a fait. Donc, une fois qu'on laisse descendre à l'intérieur de soi des dômes de conscience, qu'on ouvre en soi l'espace, on fait descendre ça, et d'un seul coup, au moment où on s'y attend le moins, le pardon jaillit de lui-même. Et c'est ça la guérison, en fait. Ça jaillit tout seul. Voilà. Quand la personne est prête à l'accueillir.
C'est très beau. Ben, merci beaucoup, franchement, d'avoir osé poser ces mots. Je pense que c'est précieux, vraiment. Et je pense que ça va nourrir nos réflexions aussi. Et puis la façon dont on peut aussi prévenir les violences sexuelles, parce que si on a cette approche-là, du coup, ça veut dire que peut-être qu'on va accentuer les cercles d'empathie en maternelle, des choses très concrètes du coup dans la matière qu'on peut faire justement pour être plutôt dans la reliance plutôt que la séparation, l'opposition, et puis pouvoir oui, se mettre à la place d'un autre enfant dans notre classe. Enfin, moi, je pense beaucoup aux violences sexuelles entre les enfants, justement, par rapport à cette dimension-là, parce que d'un point de vue juridique, c'est pas du tout pris en compte, hein. On est calqué sur le modèle juridique des rapports de violence sexuelle entre les adultes qu'on calque sur les enfants, c'est pas du tout adapté. Et en plus, ils cherchent toujours à faire le bien. Voilà. Et on l'oublie en fait, on l'oublie parce que même dans un petit qui essaye de demander pardon, en fait, des fois, on va pas pouvoir l'accueillir, quoi. Eh oui. On va pas pouvoir l'accueillir. Donc, vraiment, merci beaucoup. En Ouais, plus, ce que tu dis, ça me fait rebondir encore sur un dernier truc. Du coup, j'ai eu un petit ch'ting. ouais, La dernière chose que je voudrais dire par rapport à ce que tu viens de dire, tu as dit si on inculque ça aux enfants, si on invite l'enfant à se mettre à la place d'autrui, eh bien, il ne fera pas ça. Eh bien, sachez, si ça peut rassurer, si ça peut faire du bien de l'entendre. Moi, ça m'a fait du bien de l'entendre à un moment dans ma guérison intérieure. Sachez que quand on se désincarne, c'est-à-dire quand on meurt, quand on se désincarne, la première chose qu'on fait, c'est notre revue de vie. C'est-à-dire qu'on revisionne l'intégralité de notre vie. Mais attention, et ça, je ne l'ai jamais dit encore dans aucune vidéo, ce qui est très important à comprendre là-dedans, c'est qu'on va revisionner tout ce qu'on a vécu, mais surtout, on va revisionner tout ce que nos actions ont fait vivre aux autres. Et on va aller ressentir tout le mal qu'on a fait aux autres, comme si on l'avait fait à nous-mêmes. Parce que, in fine, c'est à nous qu'on a fait du mal. Voilà. Donc, si ça peut apaiser certains esprits que de savoir ça, qu'il y a une loi universelle qui s'appelle le karma, qui est une loi d'amour et de justesse, et que si quelqu'un fait une mauvaise action, eh bien, tôt ou tard, elle le ressentira dans sa chair, dans ses corps, et elle le vivra comme quelque chose d'extrêmement violent. Parce que quand elle le fait à quelqu'un, c'est elle-même qu'elle le fait. Donc, imaginez, pour vous aider, que ces personnes-là qui agissent comme ça, c'est une telle souffrance qu'ils doivent avoir à l'intérieur d'eux pour agir comme ça. Quel manque d'amour, en fait. Quel manque d'amour pour pouvoir faire du mal comme ça aux autres, qui est l'autre qui est moi, en fait. C'est à moi que je fais du mal. Donc, c'est vraiment que je dois me détester, c'est vraiment que je suis malheureuse, c'est vraiment que je ne suis pas bien dans ma tête. Donc, c'est de là que jaillit la compassion. Voilà. Ça peut aider. C'était vraiment le mot de la fin cette fois-ci. Ouais, merci beaucoup, c'est magnifique, hein, vraiment. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est plein de lumières qui s'allument et qui vont venir soutenir. Et voilà, un grand merci. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt.